Les autorités doivent donner l'exemple en curant les caniveaux, dit le Premier ministre chef du gouvernement Alama Yalina. Ce matin, une initiative a vu le jour, le samedi citoyen. Elle consacre ce jour de la semaine à une action dite citoyenne. Détail à suivre. Depuis le début de la saison pluvieuse, des quartiers de N'Djamena étouffent sous la poussière. C'est un paradoxe. Quand il pleut, les grandes artères deviennent difficiles à cause d'une poussière presque dangereuse pour la santé. Reportage dans un instant. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes sur Tchad Info TV. Journée de l'action citoyenne, le Premier ministre lance une vaste opération de nettoyage en N'Djamena. C'est un engagement et une responsabilité continue. Ce vendredi, donc, le Premier ministre Alama Yalina a dirigé une importante opération de nettoyage et de curage des caniveaux dans plusieurs quartiers de N'Djamena. Ainsi, le samedi citoyen est lancé. Guémé Moussa, Guénaoudom Cynthia. Accompagné de plusieurs responsables et autorités locales, le Premier ministre Pel a donné le coup d'envoi à cette initiative baptisée le Samedi citoyen. Elle vise à instaurer une dynamique participative où chaque samedi matin, dès 6h à 10h, tous les habitants de la capitale sont invités à se mobiliser pour le nettoyage des espaces publics, enlèvement des ordures, désherbage, entretien des rues et curage des caniveaux. Les autorités doivent montrer l'exemple en curant les caniveaux, a souligné le chef du gouvernement appelant à une prise de responsabilité collective pour assainir l'environnement urbain. La santé de la population, le bien-être de la population est notre credo. Et nous demandons à ce que la population nous aide vraiment à nous occuper de sa santé, de son bien-être. Notre gouvernement est un gouvernement qui est plus proche de la population. Nous allons toujours être ensemble. Et c'est pourquoi je demande à chaque ministre de donner le bon exemple, de prendre la pelle, nettoyer le caniveau, nettoyer la devanture quand elle voit ou bien quand il voit que la population est en train de travailler. Le maire de N'Djamena, Senoussi Hassana Abdoulaye, a pour sa part exhorté la population à respecter les consignes et à s'approprier pleinement de cette initiative citoyenne. Il manque parfois effectivement les dispositifs pour permettre à ce que la population sache où déposer les ordures et que le système de transfert et de processus de traitement des déchets se fasse normalement. Quelques difficultés existent de ce point de vue-là, mais cela n'empêche que la population puisse également nous aider dans un geste citoyen pour contribuer à l'assainissement de cette ville. Effectivement, cette prise de conscience, nous l'espérons généraliser pour que chacun comprenne, afin que chaque geste compte pour faire en sorte que N'Djamena soit plus propre, soit plus résiliente face à toutes les intempéries et les défis que nous avons à confronter ensemble. Il est important de noter qu'une amende comprise entre 3 000 et 30 000 francs CFA est désormais prévue pour toute personne surprise en train de jeter des ordures dans les caniveaux. À N'Djamena, la saison des pluies est attendue comme une promesse, mais dans certains quartiers comme Gassi, Abena ou Boutalbagar, elle n'a rien changé. Au contraire, elle laisse planer une nuée malfaisante. La poussière persiste, envahit les rues, les maisons et menace même la santé des habitants. Reportage sur un quotidien où respirer proprement relève de l'exploit. Médolinassou. Une fois la nuit tombée sur l'axe des Gassi, ce n'est plus la magie qui opère, mais la poussière. Invisible le jour, elle est soulevée chaque soir par toutes sortes d'engins. Les habitants de Gassi, Abena ou Boutalbagar espéraient que les premières pluies changeraient la donne. Mais c'est tout le contraire. Respirer un air sain ou arriver propre à sa destination tient désormais du miracle. Vu les états de la route, les engins sont obligés de faire le goudron. Et ça fait à tel point que ça nous ramène de la poussière, ça nous ramène les bouts sous les goudrons et ça cause de la poussière. Et nous, certains, on sort le matin tout propre et vous me voyez actuellement, je suis vraiment sale. Donc on est vraiment exposé, on ne sait pas à quelle maladie on doit faire face. Une poussière omniprésente qui inquiète aussi les professionnels de santé. La poussière est un facteur déclenchant de l'asthme. Donc cela peut également jouer sur la santé des usagers de cet axe. Et bon, nous pouvons aller jusqu'à des maladies, des pneumopathies qui sont atypiques dues à certaines particules qui sont dans la poussière, parce que la poussière
ça contient un mélange et il y a beaucoup de sources au fait. Il y a d'abord, quand on prend exactement sur l'axe là, il y a les bétails qui passent la nuit et qui font les excréments. Il y a la boue qu'on transporte du quartier, des eaux, des caniveaux et tout cela. Donc, toutes ces substances qui entrent en contact avec les poumons, qui entrent en contact avec la voie respiratoire, peuvent déclencher des affectations à tout moment. En attendant des solutions durables, les habitants respirent au prix de leur santé. Le temps d'une actualité en bref dans cette édition, une compilation de Rassom Leila. Lors d'un point de presse tenu ce 14 juin dans son bureau, le procureur de la République Oumar Mahamat Kedelaya a mis en garde les journalistes et membres de la société civile qui se rendent à Monteka au lieu des récents événements tragiques pour y mener des enquêtes ou interroger les habitants. Le procureur a rappelé que l'affaire est actuellement en cours de traitement par les juridictions compétentes. Il a précisé que des juges d'instruction ont été saisis et ont déjà entamé des actes dans le cadre d'une enquête préparatoire ouverte par le parquet d'instance. Compte tenu de la sensibilité du dossier, il a averti que toute initiative parallèle pourrait être considérée comme une entrave au bon déroulement de la justice ou une usurpation de fonctions judiciaires exposant ainsi leurs acteurs à des potentielles poursuites pénales. La 113e conférence internationale du travail a officiellement clôturé ses travaux ce vendredi 13 juin à Genève. Les délégations des 187 États membres ont assisté à la présentation des rapports finaux des commissions en séance plénière, lesquelles regroupaient les principales recommandations soumises au vote. Le Tchad était représenté par une délégation menée par le ministre de la fonction publique et de la concertation sociale, Abdoulaye Mbodou Mbami, qui a pris part aux travaux de clôture de cette édition de la CIT. À ses côtés, le directeur de l'ONAPE, Nousradine Abakar Kessou, a salué la richesse des conclusions formulées. Il a estimé qu'elle constitue un levier important pour promouvoir l'accès à un emploi décent à l'échelle mondiale. Pour finir, la slameuse tchadienne Kadidia Abachou Mustafa, connue sous le nom de Kadi Larim, a brillamment décroché la 2e place lors d'une compétition internationale réunissant des participants de 7 pays, le Tchad, le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Bénin, le Togo, le Gabon, le Mali et la Côte d'Ivoire. Durant cette prestigieuse compétition, les candidats ont présenté 3 prestations face à un jury composé de 5 membres. À l'issue des épreuves, le Gabon s'est classé premier avec un score de 81 points sur 100, suivi de près par le Tchad qui a obtenu 80 points grâce à la performance remarquable de Kadi Larim. Cette distinction témoigne du talent, de la créativité et du dynamisme des artistes tchadiens qui s'imposent de plus en plus sur la scène culturelle internationale. Dans nos provinces, elles sont jeunes, audacieuses et surtout déterminées. À Sarre, dans le sud du pays, 3 jeunes femmes ont décidé de prendre leur avenir en main dans un métier où on ne les attendait pas, la soudure. Farah Brian Dokula, Rassom Leila. Casque vissé sur la tête, gants en cuir et lunettes noires. Mais ce qui frappe le plus chez ces 3 jeunes femmes, c'est leur détermination. Dans cet atelier de soudure des Sarres, Esther, Madimbaï et Dilmadi ont choisi de faire fondre les préjugés à coups d'étincelles. Je me suis posé la question, est-ce que je peux faire, les femmes peuvent faire la soudure? Et je suis allée dans un atelier et je les ai posé la question aux ceux qui font la soudure, les hommes. Je les ai posé la question et ils m'ont dit, les femmes peuvent faire la soudure. Que je me suis inscrite pour faire la soudure. Je veux devenir un formateur pour former les femmes ou bien les filles comme moi. Grâce au projet Jeunesse vers l'emploi durable, elles ont intégré une formation professionnelle. Un choix assumé, loin des sentiers battus et surtout loin des clichés. Le métier soudure, quand une femme fait, les gens disent que voilà, ça, est-ce que c'est le travail d'une femme? Mais aujourd'hui, on a peur. On a peur. Au début, on a peur. Est-ce qu'on peut faire ça? Mais maintenant, aujourd'hui, on a vu là, c'est un travail très simple. Moi, je vais ici de 7h, je travaille jusqu'à 17h, je rentre, je prépare bien pour mes enfants.
Même mon mari, j'habite bien mes enfants. Même le foyer, je fais normalement. Après le soir, je me repose. Chaque jour, elles prouvent que le courage n'a pas de genre. Et leur ambition est claire. Ouvrir leur propre atelier et transmettre le flambeau à d'autres jeunes filles. En forgeant le métal, elles façonnent aussi leur avenir. Un avenir où les femmes ont toute leur place, même dans les métiers les plus inattendus. Retour ici à N'Djamena, cap sur le lycée Félix Eboué, à présent où le corps humain est métamorphosé pour servir de tremplin. La deuxième édition du festival Culturisme s'est tenue ce 13 juin au lycée de basket, au terrain du basketball du lycée Félix Eboué. Les culturistes ont démontré de leur force physique devant un public chaleureux venu nombreux. Si vous êtes amoureux du bodybuilding, ce reportage va vous plaire. Maditol Misraël, Ndiakoredom Armel. Quand ils franchissent le plateau du lycée Félix Eboué, avec leurs épaules remarquablement larges, c'est une démonstration de force. Le conditionnement du corps, la force physique, le poids, l'endurance et les 3 catégories en compétition le démontrent bien. Dans chacune de ces 3 catégories, le jury retient 3 meilleurs bodybuilders. Ce sport va au-delà de l'esthétique corporelle, louent les organisateurs. Je suis un prof de sport, je connais la valeur du sport. Et au-delà d'être footballeur, je me suis intégré dans le culturisme parce que je suis allé étudier autour du culturisme, d'où la nécessité de donner la possibilité aux jeunes, de s'embrasser ce métier parce qu'on ne connaît pas le culturisme au Tchad. Les culturistes sont satisfaits de la compétition. Les sentiments que j'ai reçus lors de la compétition, c'est des sentiments de joie d'abord. Parce que nous sommes là, en fait, c'est le but, l'objectif premier, c'est d'abord la santé. Et après, accompagné de cela, c'est de s'amuser, se faire plaisir. Voilà tout ce qui va avec. Donc ça me donne la joie d'être parmi les compétiteurs. En premier lieu, c'est le sentiment de joie. Parce que c'est des compétitions rares qu'on n'a jamais vécues au Tchad. J'ai participé à la première édition, j'ai remporté, encore la deuxième édition, j'ai encore remporté. Je suis comblé de joie de participer à cette compétition. À la fin de la soirée, chaque participant reçoit une médaille en guise de reconnaissance. Une jeunesse dynamique est celle qui pratique du sport, dit le slogan de ce festival. Le staff de la Fédération tchadienne de football association, la FTFA, a apprécié le séjour des Sao au Maroc lors des 2 matchs amicaux contre le Kenya. Face à la presse, ce samedi à l'Académie de Farsha, l'équipe technique s'est félicitée d'une mission réussie. Yokingem Karine, Ralombay Bonaventure, Genaoutom Cynthia. 2 matchs amicaux, une défaite et un match nul. C'est le bilan du déplacement de l'équipe nationale de football tchadienne au Maroc. Pour le sélectionneur Tahir Zakaria Gardia, cette mission est une réussite car elle a permis de tester chaque nouveau talent et de voir l'aspect mental et physique des joueurs. Le directeur de technique, quant à lui, affirme que l'équipe nationale redonnera le sourire aux supporters lors des prochains matchs en septembre. Techniquement, tactiquement et mentalement, le staff a eu une idée. Nous qui avions accompagné le staff, pareil, on a vraiment vu une équipe. Mais maintenant, donc, il faut la compétition pour les évaluer. Bien que les 2 matchs étaient des matchs internationaux, mais un match amical reste toujours un match amical. Malgré l'espoir de l'équipe technique, le président de la fédération déplore qu'en 63 ans d'existence, la sélection n'a jamais joué une phase finale d'une Coupe d'Afrique. C'est une anomalie grave et c'est même une honte pour notre pays. En 63 ans d'existence de la fédération, nous n'avons même pas pu jouer une seule phase finale de CAN. La CAN se joue chaque 2 ans. Et je pense que c'est dommageable. Et pourquoi nous sommes arrivés à ce point-là? Ça, chacun doit se poser cette question. Si ça, en 63 ans, il n'y a pas eu de résultats, les gens ne peuvent pas juger en 2 mois qu'on peut avoir des résultats. Le football, on ne peut pas avoir des résultats en 2 mois. Il faut toute une planification, un travail derrière, et qui donnera des résultats peut-être au bout de 3 à 4 ans. A noter que lors du dernier match au Maroc face au Kenya, le buteur de l'équipe nationale a été blessé à la cheville. Il est retenu au Maroc pour des soins. Et c'est tout pour cette édition du samedi. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et bon week-end à tous.